Est-ce que les portables seront interdits à la rentrée? Tous les ministres y allaient de leurs petites vidéos TikTok en disant oui, c'est super, le 8h-13h, je vous écoute, machin, etc. Ça parle beaucoup, mais finalement ça agit peu. À l'école, j'ai pas besoin de téléphone. Pour apprendre, j'ai pas besoin de téléphone. On est peut-être en train de sauver une bonne partie de leur vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Brut. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. À quelques jours de la rentrée scolaire, sur Brut, le ministre de l'Éducation nationale répond à mes questions, mais aussi les vôtres. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de Brut. On a posé un appel à questions où le ministre vous a demandé de poser vos questions. Durant cette demi-heure, cette heure d'interview, on va revenir un peu sur tous les sujets de la rentrée en exclusivité sur Brut avec le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va aborder beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui est énormément revenu, vous imaginez bien, c'est celui des téléphones portables au lycée. Beaucoup se disent, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est confirmé, est-ce que les portables seront interdits à la rentrée? Eh bien, c'est confirmé depuis quelques heures. Parce que le président de la République a annoncé ce midi en Conseil des ministres qu'il voulait donc promulguer la loi. Donc il y a une partie sur les réseaux sociaux qui a été annulée par le Conseil constitutionnel. Mais il y a un autre article qui prévoit l'interdiction du téléphone portable au lycée. Et qui donc entrera en vigueur à la rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la question, qu'est-ce que ça veut dire, c'est concrètement comment ça va se passer. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, moi j'ai 15-16 ans, ça veut dire quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les élèves ne pourront pas utiliser le téléphone portable à l'intérieur du lycée, sauf pour des cas que les chefs d'établissement auront autorisé. Par exemple, s'ils ont besoin de biper à la cantine, il y a des cantines aujourd'hui qui marchent avec des bipeurs, ils pourront biper à la cantine. S'ils sont autorisés à le faire pendant certains cours parce qu'il faut accéder à certaines applications, par exemple, en numérique, c'est possible. Une question très concrète, ça veut dire est-ce que le téléphone, ils le gardent dans leur poche ou ils le mettent dans une boîte en arrivant? Ça veut dire, alors, il y a plusieurs organisations possibles, ça dépend du lycée. Il y a des lycées où il y aura une boîte à l'entrée, mais sinon c'est au fond du sac ou au fond de la poche, et puis on n'est pas dérangé par les notifications toute la journée. C'est le but, c'est ça, de ne pas être dérangé par les notifications durant la journée? C'est pas seulement ça. On a un problème de surexposition aux écrans et aux téléphones et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que, je me permets, vraiment en tant que ministre de l'Éducation nationale, on a un problème majeur de destruction des capacités cognitives de nos élèves et de leurs capacités sociales. Les réseaux, certains réseaux sociaux, ils ne sont pas sociaux, c'est des court-circuits sociaux. Et c'est des court-circuits intellectuels. C'est-à-dire que vous ressortez, vous êtes moins capable d'apprendre qu'en y entrant. Vous pensez à quel réseau ? Je pense à des réseaux type TikTok, etc., où en fait on swipe toute la journée pour voir des vidéos, et puis en fait on a une capacité de concentration à la fin qui est de 1 ou 2 minutes. Et ça, c'est pas possible. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a un lien très fort entre la santé mentale et l'exposition aux écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui le montrent, partout dans le monde. Plus un jeune consomme du petit écran, au sens téléphone portable, etc., plus il a des problèmes de santé mentale. Et donc notre devoir, collectif, moral presque, c'est de dire qu'au bout d'un moment, il y a des espaces où il n'y a pas de téléphone. À l'école, j'ai pas besoin de téléphone. Pour apprendre, j'ai pas besoin de téléphone. C'est ce que le président de la République a voulu dès le départ, c'est quelque chose qui remonte à l'année dernière. Et donc maintenant, on aura une scolarité entière pour nos élèves sans téléphone. Alors ça va être un peu dur au début, parce qu'ils vont devoir l'accepter évidemment. Mais en réalité, on est peut-être en train de sauver une bonne partie de leur vie. À ce point-là ? À ce point-là, oui. À ce point-là, on ne se rend pas compte. Si vous et moi, vous êtes jeunes, vous avez de la chance, moi un peu moins, mais nous, on est venus au téléphone. Eux, ils sont nés avec le téléphone. Et nos jeunes, au bout d'un moment, ils ont besoin de décrocher un tout petit peu. Et c'est un âge où il y a une espèce de surexposition qui est vraiment mauvaise, y compris en termes de développement cérébral. Et tout ça a été démontré scientifiquement. Les capacités de mémorisation de nos jeunes ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et c'est très clairement lié aux écrans. Alors, il y a certains qui vont trouver cette mesure très bonne en disant que ça sanctuarise l'école, d'autres qui vont dire que ça infantilise des jeunes qui ont déjà, pour certains, au moins 15 ans, peut-être même parfois majeurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce n'est pas une infantilisation, mais c'est une question de responsabilité. D'abord, la première chose, c'est que tout le monde fait comme si, et c'est intéressant d'ailleurs, ça prouve que c'est une addiction. Tout le monde fait comme si on ne pouvait plus vivre sans téléphone portable. C'est ça le vrai problème. C'est que je vous dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire si on parle de téléphone portable à l'école ? Depuis quand est-ce que pour aller en cours de physique, chimie ou de SVT au lycée, j'ai besoin de mon téléphone ? J'en ai pas besoin, c'est pas vrai. Et précisément, au bout d'un moment, le devoir des adultes et du législateur d'ailleurs, c'est de dire il y a des choses qui ne passent pas, il y a des choses qu'il faut pouvoir justement bloquer au bénéfice des gens. Donc on ne les prive pas de téléphone, on leur dit juste qu'au lycée, et notamment sur le temps de cours, on n'est pas sans arrêt, ils sont tous dans la poche, et bzz, 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 et qu'on n'a qu'une envie, c'est de regarder au lieu de suivre le cours. Voilà. Même quand on a 18 ans.
Mais même quand on a 18 ans, c'est pas une question. Alors d'abord, il y a toujours 17, 18, il y a la limite d'âge qui peut se discuter. C'est-à-dire quelle est la question très concrète que les gens se disent moi voilà, je suis majeur, je vais au lycée, la règle est la même pour moi. Bah oui. Il y a pas de... Je suis élève dans un lycée en classe de terminale, j'ai 17 ou 18 ans sur le moment de l'année auquel je suis né, bah c'est pas grave, c'est la même règle. Vous imaginez, c'est dans la même salle de classe, on dit à des terminales, ah, toi tu as 18 ans, tu peux avoir le truc qui fait bis dans ta poche, et puis toi non. Non. Mais est-ce qu'il y a des règles qui vont être mises en place par l'établissement? Parce que vous dites certains vont garder les téléphones dans leur poche, d'autres peut-être dans des boîtes. Imaginons par exemple, un élève utilise son téléphone portable dans une salle de cours, qu'est-ce que vous faites? On confisque. On confisque le téléphone. Et puis il le récupère le soir à l'issue des cours, et puis quand ça revient souvent, 2 fois, 3 fois, c'est les parents qui viennent le récupérer. Et puis au bout d'un moment, si vraiment ils s'entêtent, bah, il peut y avoir des sanctions, mais on n'arrivera pas là. Donc ça, c'est partout, ça. La confiscation, c'est partout. Ça, c'est partout, c'est la règle de base. Vous utilisez un objet que vous n'avez pas utilisé, on vous le confisque. Après, les dérogations, elles varient en fonction de l'établissement. Je vous donne un exemple pour les élèves internes. Moi, je vais souvent en internat. Il y a déjà 3 ou 4 fois que je dors en internat, 3 fois. C'est très intéressant de voir les élèves dans ce cadre-là. Bah, dans un internat, bien sûr, vous laissez le téléphone portable le soir pendant 2 heures pour que les jeunes puissent téléphoner à leurs parents. C'est normal. Mais par contre, la nuit, le téléphone, il est dans un casier parce qu'on ne passe pas sa nuit sur son téléphone. Vous voyez, typiquement. Donc ça aussi, c'est vrai pour les internats. Ouais. Il y a une question qui revient aussi énormément, si on tourne la page justement par rapport au téléphone dans les lycées, c'est la question des rythmes scolaires. Oui. Ça fait des années que la question revient. Je veux dire, sur Brut, c'est même celle qui revient en numéro 1 à chaque fois qu'on interviewe un ministre de l'Éducation nationale. Des années, les mêmes réponses, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question, c'est le fameux 8h-13h, 8h-15h qui est souvent évoqué sur les réseaux sociaux. À partir de quand? Je vais vous répondre par une autre question. À partir d'où? Parce que moi, je suis très frappé de voir, c'est très français comme approche, on a toujours tendance à penser qu'il faudrait la même chose partout. Donc, je suis élève à Paris, avec mon collège qui est au pied de chez moi. Je suis élève à... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple dans les Hautes-Alpes, avec mon collège à Gap. Et je suis élève au collège en Guyane, il faut que je prenne la pirogue tous les matins sur le Moroni. Eh bien, nous, on fait comme si c'était pareil. Maintenant, je suis désolé, c'est pas pareil. Et donc, il y a des endroits où il faudrait pouvoir commencer un peu plus tard, à 9h ou 9h30. Il y a des endroits, comme en Guyane, parce que les jeunes prennent la pirogue très tôt, où il faut au contraire ouvrir à 7h15, sinon ils sont dans la rue. Et puis tant qu'à faire, il faut même leur donner un petit déjeuner. Donc, moi, je ne crois pas à une réponse universelle sur le rythme scolaire. Je le dis tout de suite, je ne crois pas à ça. Mais dans la philosophie, est-ce que de se dire que, par exemple, c'est vrai ce qui revient souvent, il y a eu des pétitions ces dernières années, le fait de se dire on commence un petit peu plus tard, on finit un peu plus tôt, des activités un peu plus, entre guillemets, ludiques l'après-midi, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes favorable, vous? Alors, on commence un peu plus tard, oui. Mais si on dit on commence un peu plus tard, on finit un peu plus tôt et on ne touche pas aux vacances, ce qui est souvent ce que j'entends quand je rencontre des jeunes, je comprends que ce soit l'idéal de vie à ce stade, mais en fait, ça ne rentre pas dans la chaussure. Donc là, vous leur dites, bon, ok, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais si on fait ça, il va falloir réduire les vacances scolaires. Bah, un peu plus tard, c'est jouable. Mais si on dit un peu plus tard et on finit à 13h ou à 14h ou à 15h, ça veut forcément dire qu'au bout d'un moment, il faut réduire les vacances scolaires. Sinon, on n'a plus le temps d'apprendre. Donc, et je ne suis pas sûr à titre personnel que ce soit une bonne idée de sortir à 14h ou à 15h. Parce que je ne sais pas ce qu'on fait après. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Et donc, ça suppose qu'il y ait, quand on fait ça, ça suppose qu'il y ait des activités sportives, culturelles, etc. qui sont proposées après. Donc, c'est vraiment, il faut repenser l'organisation sociale. Et une fois encore, ça suppose mécaniquement, au bout d'un moment, de réduire les vacances. On peut vouloir ça, hein. Mais et concrètement, moi j'ai envie de poser cette question. On sait que le quinquennat se termine dans quelques mois. Est-ce que vous allez agir concrètement sur ce sujet? Non, pas maintenant. Parce que précisément, c'est un projet de quinquennat. Repenser le rythme scolaire, si on ne veut pas se prendre les pieds dans le tapis et mettre tout le monde dans une situation compliquée, il faut compter au moins 1 an et demi, 2 ans. Ça veut dire que la majorité qui arrive en mai 2027... Donc là, vous vous reportez sur le prochain président ou présidente? Pour repenser le rythme scolaire, oui, parce que si jamais je le fais là, de toute façon, je ne sais pas le faire pour la rentrée prochaine. Accessoirement, est-ce que ce n'est pas un échec quelque part? Parce que, je veux dire très concrètement, des ministres de l'Éducation nationale, pendant 10 ans sur Brut, on en a reçu énormément. Et déjà du temps de Jean-Michel Blanquer, on entendait les rythmes scolaires. Même tous les ministres y allaient de leurs petites vidéos TikTok en disant « Oui, c'est super, le 8h-13h, je vous écoute, machin, etc. » Ça parle beaucoup, mais finalement, ça agit peu. Non mais, chacun peut répondre quand il veut sur les réseaux sociaux en disant oui, je vous écoute. Après ça, le problème, c'est le réel. Oui. Bon. Le réel, il n'est pas le même partout. Non, mais le réel, il y a eu 2 quinquennats pour le faire. Quand même. Non, mais tous les jeunes qui nous suivent, ils savent très bien une chose,
je peux vous garantir que quand vous allez en haute montagne, la question, elle ne se pose pas comme pour le petit Parisien. Voilà. Bon. Donc, moi, ce à quoi je ne crois pas, et je n'ai jamais cru à ça, c'est une réponse universelle consistant à dire tout le monde, même heure, même jour, même endroit. Alors ça on l'entend, mais il y a eu largement le temps pour pouvoir le faire. Et au niveau... Je veux dire, moi je pense à tous ceux qui nous regardent, qui se disent, bon voilà, Emmanuel Macron il est au pouvoir depuis 2017, cette question-là elle revient à chaque fois. Il y a même eu des concertations qui ont été faites, un rapport qui a été mis au président de la République. Il y a la Convention citoyenne, ouais, voilà, et au final, on se dit aujourd'hui, il n'y aura rien. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec un peu quelque part ? Non, mais attendez, moi vous savez, l'enfant qui naît aujourd'hui, il va passer son bac en 2044. Et moi je pense à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Non, mais moi les aveux d'échec à l'horizon 6 mois ou 1 an, ça m'a toujours fait un peu soin quand on parle d'école. Si vous voulez. Là on parle de 10 ans. Il faut un peu prendre du recul. Donc la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant, elle a rendu ses conclusions de mémoire en décembre dernier. Bah. Et d'abord je les ai reçues, on a analysé les choses. Mais j'ai toujours dit que je ne pouvais pas, en ultime année électorale, changer les règles du jeu pour la rentrée suivante, y compris en termes démocratiques. Si jamais il y a des gens qui arrivent l'année prochaine avec une conviction différente des miennes et qui vous disent « pas du tout, il faut faire complètement différemment », qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une rentrée, puis on va refaire une deuxième différente après ? Il faut donner un tout petit peu de stabilité au système. Aujourd'hui, on arrive déjà à adapter les rythmes. Donc là, vous dites, on peut dire concrètement aux élèves, il ne va rien se passer avant la fin du quinquennat sur ce sujet-là. Et le prochain président ou la prochaine présidente qui sera élue. La fin du quinquennat, l'année scolaire commence après-demain. Voilà. Donc leur année scolaire ne va pas être différente cette année. On ne va pas leur supprimer des cours. Non, mais on va pas les faire pour voilà. Celle d'après. On prépare les choses en termes de réflexion. Et pour la rentrée 27, si ceux qui sont à ce moment-là au pouvoir veulent s'en emparer, ils pourront le faire. Mais quoi qu'il arrive, je me permets, je pense que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Vous avez derrière la vie économique, vous avez la vie des familles, vous avez la vie des professeurs, vous avez la capacité d'accueil en termes de nombre de salles dans un établissement. Enfin, ça ne se décrète pas comme ça depuis la rue de Grenelle, si vous voulez. Le coup de dire il n'y a qu'à Faucon depuis la rue de Grenelle et puis le lendemain matin ça se passe partout, c'est pas le réel, ça. C'est de l'idéologie peut-être, mais c'est pas le réel. Le réel, c'est regarder la réalité locale, ce que vous pouvez faire par rapport à votre volume de salle, à votre nombre d'élèves, à l'heure à laquelle ils arrivent, au transport scolaire, etc., à ce que vous pouvez leur proposer aussi d'autres quand vous les libérez, et ensuite construisez une solution qui corresponde à votre besoin. Moi, je crois à ça. Il faut redonner un peu d'autonomie au niveau local. Sinon, au bout d'un moment, on finit par mourir sous l'uniformité. Donc on comprend donc au prochain président ou présidente de prendre le sujet en main. Sur de l'immédiat, on a l'interdiction aux réseaux sociaux moins de 15 ans. Justement, sur le concret, il y avait cette loi qui avait été votée et retoquée par le Conseil constitutionnel sur ce point. Alors, on va parler très concrètement à ceux qui nous regardent parce qu'ils se disent ça devait rentrer à la rentrée scolaire, finalement ça passe pas. On demande à Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de réécrire un nouveau texte. Concrètement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, concrètement, la loi avait prévu d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. À partir de septembre. À partir de septembre. La disposition qui prévoyait ça, donc le texte qui prévoyait ça, a été annulée par le Conseil constitutionnel, invalidée. Ça veut dire qu'elle ne peut pas entrer en vigueur. Donc pas de rentrée en vigueur à la rentrée. Voilà, donc ça veut dire qu'un jeune de 14 ans qui aurait actuellement un réseau social, il le garde à la rentrée et il le garde tant qu'il n'y aura pas la loi. Et la question c'est jusqu'à quand ? Alors, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le législateur, au niveau national ou l'Union européenne, ait pris un texte, j'allais dire juridiquement approuvé par toutes les instances, et qui permette effectivement cette interdiction. Donc pour l'instant, ça reste possible pour un jeune de 14 ans, par exemple, d'avoir un réseau social, jusqu'à ce qu'un texte dise le contraire. À partir de quand ce serait ? La cible du président de la République, c'est d'ici le printemps 2027. Donc on va voir comment les choses se passent. Mais vous savez, au-delà de ça... Vous dites, on verra comment les choses se passent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas certain de pouvoir le mettre en place d'ici la fin du quinquennat ? Mais la question est de savoir comment ça va se passer d'un point de vue juridique. Alors c'est un tout petit peu compliqué, mais pour être simple, il faut articuler deux droits. Il faut articuler le droit national et le droit européen. Et il y a des initiatives à la fois au niveau national et au niveau européen. Donc il y a un travail à faire de mise en cohérence entre les deux pour que les textes soient applicables. Donc pour ça je dis, on va voir comment ça se passe, au sens, c'est pas une question de calendrier, c'est plutôt une question de bon vecteur, le bon texte qui va permettre de le faire. Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il faut qu'on explique à nos jeunes les méfaits des réseaux sociaux. Pardon, mais je veux dire, il y a quand même, dans les réseaux sociaux, il y a de tout. Vous avez des réseaux sociaux sur lesquels vous avez la moitié ou les 2/3 des vidéos maintenant qui sont exclusivement produites par de l'IA ou qui sont des fake news. Et puis vous avez tout simplement, je le redis, au niveau intellectuel, en termes de développement cérébral, on ne peut pas passer sa vie là-dessus. Et donc, moi j'ai tendance à penser que si vous avez moins de 15 ans, s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui ont moins de 15 ans, qui nous regardent plutôt, franchement, moi je leur conseille de se désabonner à une bonne partie de leur réseau.
Ils n'en ont pas besoin. Et vous savez, c'est assez intéressant parce que moi, je vais souvent en établissement. J'ai visité 31 départements depuis ma nomination. J'ai rencontré des centaines d'élèves et je discute longtemps avec eux. Souvent, je reste 1 heure, 1 heure et demie, voire plus avec eux et on discute. Et quand vous dites à un jeune, vous faites un sondage, vous dites, alors, qui regarde 3 heures, 4 heures, etc. Vous avez pas mal de mains qui se lèvent et tout ça. Très bien. Je lui dis, et vous dites, au jeune, il dit, quand vous vous arrêtez, est-ce que vous ne dites pas, oh, zut, je ne pensais pas que j'avais pas 2 ans de temps en regardant votre montre? Ah bah si, c'est vrai, d'accord. Et est-ce que 5 minutes plus tard, vous n'avez pas envie de rallumer votre téléphone? Si. Bah ça, c'est la définition d'une addiction. Une addiction, c'est exactement ça. Quand vous consommez quelque chose, que vous dites, j'aurais pas dû en consommer autant, et que 5 minutes plus tard, vous avez envie d'en consommer, ça s'appelle une addiction. Et ce qui se passe aujourd'hui avec certains réseaux sociaux, ça s'appelle une addiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire, les bannir, que c'est forcément mauvais, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à les domestiquer, tout simplement. Apprendre à les domestiquer, justement, ça pose la question parce que certains disent, bon, une interdiction, c'est très strict. Est-ce qu'on n'a pas plutôt la possibilité d'être dans l'éducation, la responsabilisation? C'est toujours un peu 2 paroles qui s'écoutent. Il y a celle de l'interdiction, très nette, et celle de dire, bon, est-ce que c'est pas mieux finalement qu'un adolescent de 13 ans, au lieu de lui interdire, on l'éduque, on le responsabilise à avoir une utilisation raisonnable? Mais le principe même de l'éducation, c'est qu'avant d'exposer les enfants à un risque, vous commencez précisément par éviter le risque et pas leur expliquer. Mais vous évitez le risque. Mais là, vous le reportez de 2 ans. Non, parce qu'en vrai, quand ils vont avoir un portable... Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez plein de mineurs de moins de 13 ans qui sont sur des réseaux sociaux. Et tout le monde le sait, parce qu'en réalité, ce n'est pas contrôlé. Et ce sera probablement encore le cas après. Ah non, parce que vous aurez un système de tiers de confiance qui fait qu'on sera obligé de vérifier que vous avez bien effectivement l'âge pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas la même chose. Et vous imaginez que des fois, il y a des parents qui vont probablement outrepasser, vont mettre leur visage à la place de celui de leur enfant, qui vont trouver des... Eh bien, à ce moment-là, ils seront dans... Mais ce n'est pas pareil, si vous voulez transgresser une interdiction, ce n'est pas la même chose que ne pas se voir interdire quelque chose. Mais, pardon, mais le principe de l'éducation, vous avez un bébé avec une prise. Vous ne dites pas, je vais faire de l'éducation et puis il ne mettra pas les doigts dans la prise. Vous commencez par mettre un cache-prise. Et puis le jour où elle a compris que c'était dangereux, non seulement vous tirez le cache-prise, mais vous lui apprenez qu'il peut allumer les lumières. Bon. Quand vous êtes sur des questions, par exemple, d'alimentation, d'alcool, de cigarettes, etc., il y a un âge en deçà duquel vous ne vendez pas, mais vous éduquez. Et puis après, au bout d'un moment, ça devient accessible. Les réseaux sociaux, compte tenu de leur risque... C'est beaucoup plus difficile à contrôler. C'est-à-dire que un jeune qui va au supermarché, qui a moins de 18 ans, on contrôle son identité avec une carte d'identité. Le vendeur, le caissier ou la caissière peut contrôler facilement. Et s'il ouvre sur les réseaux sociaux, on voit encore par exemple beaucoup de jeunes qui, malgré les interdictions d'accès aux sites porno aux moins de 18 ans, avec des contrôles qui sont à peu près similaires d'ailleurs avec ce qui va être mis en place, continuent d'y avoir accès. Donc il y a déjà quand même beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins, mais il y a encore... Mais si dans le buffet, si chez vous, dans le buffet de la cuisine, il y a de l'alcool, et que vous voyez votre fils de 12 ans se lever le soir pour aller se servir un verre, vous l'arrêtez. Bon. Bah, des fois, les parents sont dépassés. Si vous voyez un gamin qui se connecte à des réseaux sociaux qui ne devrait pas avoir accès, il y a un pourcentage, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un pourcentage énorme de jeunes qui disent « Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà été exposé à des contenus que je n'aurais pas aimé voir, quoi, qui étaient agressifs, sexuels, etc. etc. » Je veux dire, vous ne laisseriez pas faire ça si c'était sur l'écran de votre télévision. Et sous prétexte qu'il y a une espèce de solitude de l'enfant sur son téléphone portable, on laisse passer. Mais on est fou. Enfin, on a une responsabilité éducative. Donc ça, c'est un message un peu aux parents aussi, quelque part. Mais collectif. C'est aux parents, c'est à toute la société, c'est à moi, c'est à tout le monde. Ce qu'on ne laisserait pas faire au vu et au su de tout le monde, on le laisse faire dans la relation, j'allais dire, intime, mais en réalité plutôt solitaire, d'un jeune avec son téléphone portable. On ne peut pas faire ça. Et d'un point de vue éducatif, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas vouloir protéger les enfants, comme on nous demande tous les jours sur tous les sujets, à juste titre, et se dire que tout d'un coup, parce qu'il y a un petit écran et que l'enfant est seul devant son petit écran, tout ça, ça tombe. Non, ça ne tombe pas. La protection, elle vaut y compris de l'autre côté de l'écran. Alors, on parle des parents, de l'éducation. Moi, j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur des questions parfois plus sociétales, sur la place des jeunes également. Ça pose la question notamment du partage entre l'État et la famille sur le rôle de l'éducation des enfants. Notamment, par exemple, il y a des communes qui cet été ont mis en place des couvre-feux interdisant à des mineurs de pouvoir sortir à partir de telle heure. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous êtes solidaire de ces décisions-là ? Je ne crois pas devoir être solidaire, là aussi c'est des questions de réalité locale. Il y a une chose au-delà de la réalité locale, est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas? Pour moi, c'est comment dire? Mitigé. C'est un peu la solution de dernier recours. C'est-à-dire que normalement, mais c'est aussi une question d'autorité là aussi parentale et puis même d'autorité collective. Un jeune de 12-13 ans, il n'a pas à se balader le soir tout seul dans la rue à minuit ou à 1h du matin. Il est censé être sous la responsabilité de ses parents. Bon. Donc,
La règle, c'est quand même celle-ci, et je crois qu'il faut que collectivement, effectivement, on ait un certain nombre de repères éducatifs qui quand même soient importants. Bon. Si ensuite il y a des réalités locales où on constate que ce n'est pas possible, et où en réalité les jeunes se mettent en danger eux-mêmes, ou mettent en danger des tiers, parce qu'ils ont des comportements de jeunes de 12-13 ans, seuls la nuit dans la rue, et qu'on est obligé de faire ça, moi je ne vais pas aller en faire reproche aux maires. J'imagine que s'ils le font, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Je préfère quand même dans ce domaine l'éducation, prioritairement l'éducation, c'est de réponse. Mais si l'éducation ne suffit pas ou s'il y a des gens qui sont défaillants, à ce moment-là, cette réponse-là, elle peut effectivement localement s'avérer la bonne. Alors Jean Défaillant, parfois ça va même encore plus loin. On a pu voir des communes qui ont été jusqu'à suspendre les aides sociales aux parents d'enfants auteurs d'infractions. Là, on va plus loin, c'est-à-dire le fait de se dire un enfant va dégrader quelque chose, va commettre une infraction, eh bien les parents, on peut leur retirer des aides sociales. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas aussi ? Là, on est sur le cran supérieur. Oui, mais il y a deux questions. Est-ce que c'est efficace ? J'en suis pas... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet immédiat, si vous voulez. Je suis pas sûr que parce que vous avez plus les allocations, vous allez changer de comportement éducatif. Donc voilà, je suis assez prudent. Et puis il y a la question que ça pose derrière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour permettre à des parents d'exercer pleinement leur autorité. Et vous voyez, typiquement à l'école, par exemple, cette année, pour cette rentrée, on va diffuser une charte qu'on a travaillé avec les associations de parents d'élèves, une charte des parents et de l'école. Dans la relation avec l'école, ce que je respecte, quels sont mes droits, etc. Et on voit bien que c'est un système d'équilibre. J'ai des devoirs et j'ai des droits. Je respecte l'école et l'enseignement, j'ai le droit d'être élu parent d'élève, et même on incite les gens à candidater, pour travailler main dans la main avec l'école. Mais on marche sur deux jambes dans la vie, hein. On marche sur les droits et les devoirs. Et très clairement aujourd'hui, malheureusement, on a une petite partie de nos parents qui sont un peu défaillants et qui ont été, sans s'en rendre compte, par cette défaillance, mettent en danger en réalité leur enfant. Ce n'est pas une chance pour un gamin de ne pas être suffisamment porté par ses parents en termes de comportement. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Moi je crois à l'éducation. Et accessoirement je crois à la jeunesse. C'est pas accessoirement, c'est principalement. Mais je crois à la jeunesse. C'est beau d'être jeune. C'est extraordinaire, on a une jeunesse qui est fabuleuse. Simplement cette jeunesse-là, elle n'est pas en apesanteur. Elle s'inscrit dans une histoire, elle s'inscrit dans une société. Et le rôle de la société, c'est de permettre à la jeunesse de donner son plein potentiel, mais de l'ancrer un tout petit peu. Et dans ses comportements, et dans les principes qui nous fondent, et dans les comportements à l'école, et dans les apprentissages. Alors vous évoquez les parents défaillants, ça me permet de rebondir sur les violences à l'école. Il y a un décret qui est passé au mois de juillet qui évoque que s'il y a un parent qui est auteur de violence, ou en tout cas qui va malmener un professeur, ça peut avoir une incidence aussi sur l'élève. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Alors c'est très simple, ce n'est pas une sanction, c'est une mesure de protection de l'institution, de l'école. Je vous donne un exemple. Des parents qui molestent, donc qui secouent, qui frappent éventuellement une professeure des écoles à la sortie de l'école le jeudi soir. Parce que leur enfant n'a pas une bonne note, etc. C'est rare, mais ça arrive. Est-ce que c'est, d'ailleurs, on dit c'est rare, ça arrive, parce qu'on a toujours parfois fantasme vs réalité. Est-ce que les violences sur le corps enseignant venant des parents, ça augmente ces dernières années ? Les violences graves ont plutôt tendance à augmenter. Et à l'école, donc dans le premier degré, à l'école maternelle et élémentaire, 30% des incidents graves sont le fait des parents. Donc c'est-à-dire que les parents sont à l'origine de 30% des incidents graves. Alors ça fait une infime minorité de parents, je le dis tout de suite, enfin quand même. Bon. Donc on constate une augmentation à la fois des parents et des élèves sur des violences vis-à-vis des enseignants. Alors dans les remontées qu'on a, nous, oui. De quel ordre ? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, il y a la part entre ce qui augmente, j'allais dire, du fait d'un meilleur signalement et ce qui augmente en réalité. Bon. Mais grosso modo, en 5 ans, ça a augmenté de 50%. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça c'est pour ça que, bon, si vous voulez, moi, mais comment on l'explique ça ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une violence à l'école qui augmente ? Non, non. Si, mais c'est surtout qu'en réalité, l'école n'est pas étanche par rapport à son environnement. On voit bien qu'il y a des tensions sociales. Il y a des tensions sociales. Il y a des fractures qui sont d'ailleurs travaillées par certains. Parce qu'on considère que fracturer, ça provoque de l'énergie peut-être. Qui ça ? Les extrêmes. On n'est pas des atomes en apesanteur. Hein. Quand vous dites les extrêmes, vous ciblez… Peu importe, de tous bords. Non mais… Il faut dire les choses. Hein. Oui, mais vous avez aujourd'hui, il y a un discours, il y a des discours qui traversent nos sociétés, qui sont des discours très catégoriques et très radicaux, fondamentalement. Et donc il y a un risque d'extériorisation d'un certain nombre de crispations. Bon. Et par ailleurs,
tout le monde constate, vous comme moi, que dans la société en général, chiffres le montrent, il y a des tensions qui sont plus importantes qu'avant. Bon. L'école est globalement un abri par rapport à ces tensions, elle n'est pas étanche. Et donc, au moment de ces tensions, elles se répercutent sur l'école. Et donc, vous pensez que ça part d'un discours politique d'extrême qui rebondit sur la société? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a une société sous tension. Ces tensions-là trouvent aussi leur expression politique. Plutôt ça, dans ce sens-là, c'est des tensions qui existent, qui trouvent une expression politique, parfois catégorique ou radicale. Et tout ça fait un ensemble. Bon. On est dans une société qui est plus tendue qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, c'est clair, on le voit. Bon. Notre rôle à nous, à l'école, c'est justement de remettre de la civilité, c'est-à-dire de faire en sorte que ces tensions n'existent pas ni dans la société ni dans l'école. On peut avoir des points de vue très différents, y compris très radicaux, sans être en tension. C'est deux choses qui sont tout à fait compatibles. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec des deux quinquennats, cette question-là? Vous dites c'est un peu une question du vivre ensemble aussi, quelque part. Vous dire d'une société sous tension, vous parlez de 20, 30 ans, mais qui pourrait aussi être réduit sur les 10 dernières années. Mais ce n'est pas propre à la France. On est sur des phénomènes de très long terme. Et on parlait tout à l'heure des écrans, etc. Tout ça y participe. La déréalisation de la violence à travers les écrans, la mise à distance, tout simplement, dans les relations. Quand tout se fait par numérique et que donc ce n'est pas un problème franco-français? Ce n'est pas un problème franco-français et ce n'est pas un problème qui a une cause unique. Mais on voit bien en tout cas qu'il y a des tensions, que ces tensions, elles se répercutent au bout d'un moment sur l'école. Et moi, ma ligne, elle est très claire, c'est qu'on ne touche pas à un professeur. On ne touche pas à un personnel de l'éducation nationale, mais pas un cheveu. Donc là, un parent qui fait ça, l'élève directement? Donc, quand un parent s'en prend à un agent de l'éducation nationale, ce que je souhaite, c'est que s'il fait peser une menace grave sur l'éducation nationale, on puisse effectivement changer l'enfant à l'établissement. Il aura un suivi évidemment pédagogique, social, scolaire renforcé. On protège l'enfant. Mais on protège aussi l'institution. Comment voulez-vous que je dise à une professeure ou à un professeur qui se fait menacer ou frapper un vendredi soir que lundi matin, il va être à la grille, tout sourire, en train d'accueillir les parents de l'enfant en question en disant « bien sûr, je suis ravi de récupérer le petit Corentin dans ma classe ». Mais ça ne marche pas, ça. Et donc, une fois encore, on peut avoir des frustrations, les parents peuvent avoir des frustrations par rapport à l'école, etc. Il y a des canaux pour exprimer la frustration. Mais la frustration, elle ne s'exprime pas par des invectives, par des menaces ou par des coups. Ça, non. Toutes les opinions peuvent être... des points de vue très différents peuvent s'exprimer, pas dans la violence et pas contre l'école. Et ça, pour moi, c'est catégorique. Je protégerai l'école, mais mordicus. Un tout autre sujet qui nous a pas mal concerné en mai et en juin, je pense que vous voyez où je vais en venir, c'est celui de la climatisation. On a vu des images dans des classes où on se demandait mais est-ce que c'est possible de voir ça en France avec parfois des professeurs qui étaient obligés d'humidifier leurs élèves avec des brumisateurs, des classes qui étaient parfois fermées. Enfin, on se dit comment c'est possible qu'en France on n'ait pas anticipé cela dans un moment où on nous parle du réchauffement climatique depuis des années, de se dire on va se retrouver face à ces phénomènes-là et au final pas d'anticipation, on est entre guillemets devant le fait accompli. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne l'ait pas anticipé d'abord. Pas assez. Mais simplement, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a aujourd'hui 60 000 implantations scolaires en France, 60 000, écoles ou établissements, qui sont la propriété des collectivités territoriales et qui ont pour la plupart lancé des plans de modernisation, d'isolation, etc. Au passage d'ailleurs, historiquement, on a plus pensé l'isolation par rapport à l'hiver que par rapport à l'été. Bon. Donc on part d'un bâti qui est très dispersé, première chose. Deuxième chose, il y a un certain nombre de ceux qui nous regardent, qui se souviendront de leur école, ou qui sont les écoles Ferry. Les écoles Ferry, le modèle de l'école type en France, c'était l'école Ferry avec des baies vitrées plein sud, parce qu'il fallait que les enfants puissent prendre le soleil l'hiver parce qu'on ne savait pas chauffer les bâtiments. Aujourd'hui, on cherche plutôt les fenêtres plein nord pour protéger de la chaleur l'été. Donc, ce n'est pas seulement isolé, c'est qu'il y a un bâti entier à restructurer. Par rapport à ça, ça fait déjà au moins 4-5 ans qu'il y a un programme de fonds qui a été financé par l'État, mais ce sont les collectivités locales qui font les travaux. Mais l'État finance avec le fonds vert, avec EduRénov, etc. Enfin, c'est des fonds, bref, qui permettent de financer la rénovation de plusieurs milliers d'écoles. Simplement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a deux problèmes. On a un problème d'échelle, 60 000 implantations, on en a peut-être rénové 10 000 pour l'instant. Enfin, en tout cas, l'État a aidé à la rénovation de 10 000 d'entre elles. Et puis, on a un problème de temps. C'est que ce qu'on avait prévu pour 2040, en été, les étés à 40 degrés comme cette année, arrive en 2027. Donc il faut qu'on accélère, c'est très clair, assez massivement. Et en attendant cette accélération... Est-ce que vous pouvez promettre aux gens, moi je pense à beaucoup d'enseignants, même certains qui nous ont envoyé leurs vidéos en disant, j'en voyais même certains qui humidifiaient le visage de leurs élèves, de leur dire l'été prochain, ça n'arrivera plus.
Alors, j'aimerais pouvoir dire ça à tout le monde, mais je rappelle que ça dépend des collectivités locales, puisque ce sont elles qui ont le bâti et elles qui achètent les matériels. Ce qu'on sait dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'écoles qui, pendant l'été, là, en mois de juillet-août, ont été équipées de climatiseurs, de ventilateurs, etc., dans le cadre d'un plan qu'a lancé le Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc là, on a des chiffres un peu sur l'implantation ou... Alors, pas encore précis. Nous, on a été saisis, nous, Éducation nationale, on a été saisis par 3000 écoles et établissements qui ont souhaité bénéficier du dispositif et qui donc nous ont demandé une mise en relation pour le faire. Ensuite, en réalisation, par définition, comme je ne suis pas propriétaire de locaux, je ne sais pas faire le décompte exact, donc on va avoir des remontées périodiques. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers d'écoles et d'établissements qui cet été se sont en grande partie équipés, grâce au soutien de la puissance publique. Maintenant, on a un enjeu d'adaptation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre un climatiseur ou des brumisateurs. Ça, c'est un enjeu de transition. Alors, il y a l'adaptation, derrière, il faut s'adapter. Il y a l'adaptation, mais c'est aussi l'adaptation sur les rythmes scolaires. Alors, sur un autre sujet aussi, on a vu, il y avait des épreuves du bac, etc., qui étaient sous 40 degrés, dans des salles justement qui n'étaient pas forcément prêtes à accueillir ces épreuves-là. Qu'est-ce qui va se passer pour s'adapter, en fait, quelque part aux conséquences aussi du réchauffement climatique? Alors, effectivement, on adapte les lieux, ce qu'on disait tout à l'heure, on adapte l'organisation, c'est-à-dire que dans les heures qui viennent, là, va sortir donc le calendrier des épreuves du baccalauréat et du brevet 2027, demain. Donc demain, tous les élèves sauront quels jours ont lieu les épreuves du baccalauréat, et toutes les épreuves auront lieu le matin. Sauf, j'ai aussi quelques épreuves professionnelles qui en fait durent la journée. Le format de l'épreuve, c'est la journée. Mais hormis ces cas-là, toutes les épreuves auront lieu le matin, les oraux comme les écrits. Donc acté totalement, plusieurs mois à l'avance, quelles que soient les températures, c'est le matin. C'est le matin. Okay. On ne peut pas se permettre, si vous voulez, de jouer au hasard un an avant par rapport à la météo. Donc le meilleur moyen, c'est d'éviter le hasard. Éviter le hasard, c'est de faire en sorte qu'il y ait des épreuves le matin et que le matin. On parle justement des épreuves, vous parlez du calendrier qui va être révélé. Est-ce que vous avez un petit peu quelques dates peut-être à pouvoir nous annoncer sur... Alors ce sera la deuxième moitié du mois de juin, comme chaque année, donc les derniers oraux de rattrapage auront lieu vers le 9 juillet de mémoire. Donc j'allais dire c'est un calendrier assez standard. Simplement on va s'organiser différemment pour faire en sorte que le grand oral, l'oral de français, etc. ait lieu avant 13h ou 13h30, de manière à ce qu'ensuite on ne soit pas tributaire de la météo de l'après-midi. Alors vous dites assez standard, mais il y a des questions qui reviennent souvent ces dernières années sur le niveau d'exigence. Où des fois on se dit, est-ce que le brevet, et surtout le bac, a encore un niveau d'exigence suffisant vis-à-vis des élèves? Est-ce que le bac qui va venir sera du même niveau que les précédents, ou est-ce qu'on s'attend à une exigence, une difficulté supplémentaire pour l'année à venir et les années à venir? Alors en termes de niveau disciplinaire, donc de maîtrise de la discipline, le bac aujourd'hui, il permet de certifier un niveau que je crois être conforme, voilà, correct. En revanche, moi j'insiste depuis mon arrivée sur la question de la maîtrise de la langue, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe. Parce qu'il y a un enjeu à ce que nos élèves sachent s'exprimer et sachent exprimer correctement une pensée complexe. Ça ne veut pas dire que je leur demande de savoir écrire chaque mot ornithorynque ou rhododendron, ça m'est égal. Mais ça veut dire par contre que, enfin, je ne vais pas les interroger sur 3 mots comme ça, mais ce qui m'intéresse, c'est que leur niveau de langue globale soit bon. Et donc là-dessus, ce qu'on va faire, ça va être publié la semaine prochaine, c'est qu'on va publier un peu ce qu'on appelle les attendus. C'est-à-dire qu'on va expliquer ce qu'on attend en termes de niveau de langue, et puis on va publier aussi des barèmes. Ça ne s'était jamais fait en fait. Jusqu'à présent, le barème, il tombait à la fin. Bon. Là, on va donner des éléments de barème pour dire dès le début combien, entre guillemets, coûtera un mauvais niveau d'expression au baccalauréat. Donc comme ça, ils auront toute l'année pour le savoir, toute l'année pour se préparer, pour s'entraîner, pour ajuster le tir et pour réussir leur bac à la fin. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas sur le... En fait, non. Jusqu'à présent, le barème, il est défini au moment de l'épreuve. Donc on dit l'exercice 1, il est sur 4 points, l'exercice 2 sur 2 points, etc., sans préciser en fait les éventuels retraits de points liés à la qualité de la langue. Là, on va faire dès le départ, c'est-à-dire qu'on dira, je ne sais pas, en physique-chimie, ça fera X points, en histoire, ça fera X points. Et ce sera transparent aussi vis-à-vis des élèves? Ça sera transparent vis-à-vis, tout sera publié la semaine prochaine, transparent vis-à-vis des élèves, transparent vis-à-vis des professeurs, de manière à ce que chacun sache tout simplement ce qu'il a à faire pour bien réussir sa copie. Donc si on résume un peu aujourd'hui, il y a la transparence, mais il y a aussi une exigence plus importante vis-à-vis de l'orthographe par rapport à des élèves d'il y a 10-15 ans. Vis-à-vis du niveau de langue, oui. Mais j'insiste, niveau de langue. Donc tout le monde est obsédé par l'orthographe, c'est pas que l'orthographe, c'est la syntaxe, c'est la grammaire, c'est juste savoir s'exprimer de manière correcte. Et une fois encore, je ne cherche pas des exemples d'orthographe. Donc on peut perdre des points qu'on ne perdait pas avant. Mais effectivement, on pourra perdre des points qu'on ne perdait pas forcément il y a quelques années. Oui. Donc ça, c'est un point important, l'orthographe.
pour ceux qui nous regardent, qui ont passé le bac cette année, c'est la petite difficulté en plus. D'où l'importance d'ailleurs de lire régulièrement, parce qu'en général, plus on lit, plus on a une expression de bonne qualité, et comme ça permet de rejoindre les deux bouts. Alors ça pose aussi la question, parce qu'on sait que parfois il y a des critiques qui sont faites de dire le niveau des élèves est catastrophique, en maths, en français, c'est de pire en pire. Quel constat vous en faites? Est-ce qu'aujourd'hui, un élève qui passe son bac en 2026, il a autant de maîtrise qu'un élève il y a 15-20 ans? Ou même plus parfois? Vous connaissez un peu l'histoire parfois des réseaux sociaux qui vont vous montrer des copies dans les années 60, 70, parfois justement avec beaucoup plus de maîtrise dans le langage, dans l'orthographe, dans le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, un élève en 2026, il serait moins intelligent, moins armé qu'un élève il y a quelques décennies? Alors, moins intelligent, certainement pas. Moins armé, certainement pas non plus. Armé différemment, très probablement. Nos élèves savent faire des choses aujourd'hui et connaissent des choses qu'on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans. Moi, quand j'ai passé mon baccalauréat, les problématiques d'environnement numérique, c'était inexistant. Aujourd'hui, ils les connaissent. Bon. Ce qui est quand même assez globalement admis, c'est que le niveau d'expression, c'est objectivement effrité. La diversité du vocabulaire, c'est objectivement effrité. Et en sciences, notamment, on a des disparités qui sont probablement plus fortes qu'avant. Ce que montrent les différentes évaluations nationales, internationales, etc., c'est que globalement, on a une disparité. On a plus d'élèves en grande difficulté qu'auparavant. Et donc, on a un sujet, si vous voulez, à appréhender qui est la très grande difficulté scolaire. On a plus d'élèves en grande difficulté scolaire qu'avant. Ça, oui. Mais en revanche, aujourd'hui, un élève qui a un bon baccalauréat, ça reste un bon baccalauréat. Ce n'est pas forcément le décalque de celui d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais enfin, comme la société et le monde ne sont pas le décalque de ceux d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, je ne suis pas sûr qu'il faille non plus s'en préoccuper à l'excès, si vous voulez. Il ne faut pas chercher à comparer ce qui n'est pas comparable. Là, on parlait du niveau des élèves du français, on pourrait aussi parler d'histoire. Très régulièrement, parfois, on peut voir des micro-trottoirs sur les réseaux sociaux qui vont interroger sur des faits historiques des jeunes adolescents, et parfois les réponses sont assez compliquées avec un très gros manque de connaissances. Alors, sur l'histoire, on a deux choses. D'abord, on a un enjeu de culture générale. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est pour ça que moi, par exemple, à partir de cette année, dans tous les établissements scolaires, dans toutes les écoles, le 11 novembre sera commémoré. C'est-à-dire que tous les élèves, il y aura une cérémonie solennelle, brève, peut-être 10 ou 15 minutes, mais tous les élèves seront amenés à commémorer le 11 novembre. Pourquoi? Parce que le 11 novembre, c'est la journée de la victoire et de la paix, et puis c'est la journée des morts pour la France. Ça veut dire de tous ceux qui, notamment au cours du XXe siècle, ont sacrifié leur vie pour que vous et moi, pour notre génération, pour que les jeunes qui nous écoutent, vivent libres. Quand vous dites commémorer, ça veut dire quoi? On fait une minute de silence et on parle? Alors ça veut dire que, j'allais dire ça, le format est un peu à la main du chef d'établissement, mais il y a effectivement une minute de silence. Donc ça, la minute de silence partout, dans tous les établissements. On fait une minute de silence pour les morts, pour la France. On chante la Marseillaise, bien sûr. Et puis évidemment, ça permet aussi d'ancrer les choses dans les cours d'histoire. Donc il peut y avoir la lecture d'un texte, par exemple, ou deux textes au pluriel. Et puis c'est évidemment donc ancré dans les cours d'histoire pour savoir, tout simplement, une fois encore, d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est important parce que... Oui, je me permets, quand on dit on chante la Marseillaise, ça veut dire qu'aujourd'hui, un élève au collège ou au lycée doit connaître aussi l'hymne national par cœur? Normalement, ils sont censés le connaître. La loi prévoit qu'elle est apprise en primaire. Donc la Marseillaise, aujourd'hui, elle est apprise, c'est l'hymne national, c'est ce qu'on a en commun. Elle n'est pas toujours connue. Enfin, en tout cas, elle n'est pas toujours... Quand vous demandez des fois même ce qu'est l'hymne national, vous avez des jeunes qui ne vont pas savoir pour toujours vous répondre. Ça prouve qu'on a encore du travail à faire. Mais l'hymne national, c'est le dénominateur commun d'une nation. Ça, c'est pas négociable. Et d'ailleurs, quand j'entends qu'il y en a qui considèrent qu'on peut le siffler, moi je considère qu'il doit être chanté. Mais parce qu'en fait, il dit une histoire, il dit quelque chose. Et surtout, ce qui est intéressant... Il dit une histoire, permettez-moi de rebondir dessus, ça veut dire que le 11 novembre, au-delà d'être une connaissance historique, est-ce que c'est aussi le fait de vouloir transmettre des valeurs de la nation au travers de ce moment-là? Mais bien sûr. Vous avez... Enfin, la France... Il faut partir de ce qu'est la France, quand même. On a de la chance, quoi. La France, c'est un pays qui repose sur un projet, sur une promesse. Et ce projet, cette promesse, c'est de dire à tout enfant, qui que tu sois, quelle que soit ton origine, que tes ancêtres aient fait la guerre de 100 ans, ou que tu sois arrivé hier sur le territoire national, tu es enfant de France, et on va t'amener au bout de tes potentialités. On va faire de toi un homme libre, ou une femme libre, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, et qui sera uni
au reste de la société par une destinée partagée. C'est ça la France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui se sont donné ça comme projet. Il n'y a pas beaucoup de pays qui marquent sur leur école liberté, égalité, fraternité. Bon sang, il faut se rendre compte de ce que c'est. Le projet français est un truc mais merveilleux. Et il est rendu possible par l'école. Et qui n'est pas assez inculqué pour vous aujourd'hui, justement de... Parce que ça, par exemple, cette décision du 11 novembre, ouais. C'est une décision qui est prise par le président de la République? En l'occurrence, alors c'est quelque chose qui a été effectivement initié par le président de la République, et puis, j'allais dire que je partage complètement, que je porte avec beaucoup de force, parce que je crois que c'est effectivement indispensable, parce que derrière, on fait nation. Et la question, c'est pas de savoir d'où je viens, si je suis arrivé en France, ou si c'est mes parents qui sont arrivés en France, ou si mes enfants... peu importe qui je suis, peu importe ma couleur de peau, peu importe ma genre, je m'en fiche. Je suis enfant de France. Et enfant de France, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, qui ne savaient pas si un jour ce serait moi ou d'autres, mais qui se sont sacrifiés ou qui ont risqué leur vie pour que je sois libre. Et donc, il faut être conscient de ce legs, il faut s'approprier cet héritage pour faire nation. Une fois encore. Vous dites pour faire nation, justement, ça me fait rebondir. Est-ce que c'est aussi une réponse quelque part? On se souvient, ces dernières années, il y a eu des minutes de silence, notamment pour Samuel Paty, pour Dominique Bernard, qui avaient été émaillées, même pour certaines fois, d'incidents. Est-ce que c'est aussi une réponse à cela, de vouloir, je ne vais pas dire remettre les choses en ordre, mais de répondre à des situations où il y avait quelque part aussi, alors c'est pas généralisé, hein, il y a des chiffres là-dessus. C'est heureusement très faible, oui. Mais est-ce que ça répond aussi à des situations où... on se dit qu'aujourd'hui, il y a besoin de remettre plus de valeur, plus de... Ce n'est pas la réponse de l'un à l'autre, mais je pense qu'il faut qu'on fasse collectivement l'expérience de l'unité. Moi, je crois à l'unité de la France. Une fois encore, à l'intérieur, la France, c'est quand même extraordinaire. La France, c'est un pays qui est extraordinairement uni, et en même temps, c'est un pays où, parce que précisément, qui s'est uni autour de sa liberté, irréductible, les gens peuvent avoir des opinions très différentes et potentiellement très radicales. Mais au-dessus de tout ça, au-dessus de la confrontation des opinions dont vous faites l'expérience chaque fois que vous invitez du monde chez vous, quand vous allez dans un café, quand vous allez à l'Assemblée nationale, etc., cette confrontation, elle est féconde parce qu'on a en dénominateur commun un amour absolu de la liberté. Ce n'est jamais gagné. L'amour de la liberté elle-même, elles ne sont jamais gagnées. Ça s'apprend. Et les jeunes auraient tendance à l'oublier des fois, vous pensez ? Je pense que tout le monde peut avoir tendance à l'oublier. Parce qu'en vrai, il y a une forme de... Quand vous vivez dedans, il y a une forme de confort. Vous oubliez que c'est un combat. La liberté, c'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Et nos ancêtres, en 14-18, en 40-45 évidemment, ont fait l'expérience du prix de la liberté. Et donc simplement rappeler que la liberté a un prix, pour qu'on sache à notre tour la défendre et qu'on sache aussi éviter ces remises en cause, moi je crois que ça fait partie des missions de l'éducation. On parlait tout à l'heure des violences vis-à-vis des professeurs. Ça me permet aussi de parler de plusieurs sujets liés aux élèves, des violences que peuvent subir les élèves. Il y a la question des violences sexistes et sexuelles à l'école. Au collège, près d'une fille sur 7, c'est 15%, déclarent avoir subi au moins une violence sexuelle au cours de l'année scolaire. C'est des données publiées par le gouvernement en 2026. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça change ? Et mieux prendre en compte ces situations. Deux éléments. Il faut à la fois détecter et éduquer. Et évidemment sanctionner quand il se passe des choses. Je voudrais juste revenir sur un point important. C'est qu'aujourd'hui, on a en moyenne 1 mineur sur 10 en France qui a été victime de violences sexuelles. Et dans plus de 85% des cas, dans le cercle familial. Ça veut dire que quand vous rentrez dans une salle de classe, vous avez 2 ou 3 élèves par classe qui ont été victimes de violences sexuelles. Et une fois encore, à 85% des cas, chez eux. C'est monstrueux. Et donc, pour être tout à fait transparent avec vous, à compter du mois de novembre, vous savez que chaque année, on fait un questionnaire sur le harcèlement. Et on va adosser à ce questionnaire sur le harcèlement un questionnaire sur les violences sexuelles et sexistes pour demander à nos élèves ont la possibilité de dire s'ils ont été victimes de violences sexuelles, et ils pourront laisser à la fin du questionnaire qui est anonyme, s'ils le souhaitent, leur nom et leur prénom, pour avoir un entretien avec un adulte de confiance. Seulement dans le cadre scolaire ou dans un cadre général ? Le questionnaire se passe dans le cadre scolaire, de la grande section à la terminale, 10 millions d'élèves. Et sur la réponse ? Mais la réponse, ça sera à l'école ou en dehors de l'école. Et après, si l'enfant souhaite un entretien, mais l'idée c'est de libérer la parole, c'est de déclencher la prise de conscience, et s'il souhaite un entretien,
il pourra demander un entretien avec des personnes de confiance, infirmières scolaires, etc., qui l'orienteront ensuite vers une prise en charge. Donc ça, c'est une nouveauté à partir de novembre. C'est à partir de novembre, je lance ça cette année. Parce que, si vous voulez, chaque fois qu'un enfant est victime de violences sexuelles, de viols, etc., c'est des vies qui sont bouleversées, quoi. Je veux dire, c'est une innocence qui est brisée, c'est inadmissible, quoi. Et donc, il faut qu'à un moment, on s'empare collectivement du sujet et qu'on ne laisse plus passer un phénomène qui, quand même, touche 10% des enfants. On n'est pas sur quelque chose d'anecdotique, on est sur un fait sociétal. Est-ce que ça veut dire que demain, un enfant ou un adolescent qui, dans ce questionnaire, va signaler des faits précis, ça fait aussi l'effet d'un signalement à la justice? Alors, ce qu'on va lui demander, c'est s'il a été victime ou pas d'actes qui n'étaient pas, j'allais dire, rendus nécessaires, pas normaux, etc. Évidemment, hors opération médicale, voilà, parce que quelqu'un, par exemple, vous a touché, etc., dans des circonstances qui étaient pas prévues. Et souhaites-tu en parler à un adulte de confiance? Si tu souhaites en parler à un adulte de confiance, tu laisses ton nom et ton prénom. À ce moment-là, l'enfant sera reçu. Ce sont des modalités qu'on va évidemment travailler avec les représentants du personnel, etc., mais l'enfant sera reçu. Et derrière, effectivement, il y aura signalement à la justice. Quand il y a signalement à la systématique. Justice, dès lors que les faits dès lors que les déclarations le justifieront. Est-ce que la personne qui reçoit, c'est une personne qui est habilitée, qui est formée à cela? Ce sont des personnes qui sont formées à accueillir la première parole, mais elle n'est pas là pour qualifier pénalement les choses. Elle accueille juste elle recueille la parole. C'est justement pour ça que je vous pose cette question, c'est de se dire, donc concrètement, cette personne accueille la parole, et si dans cette parole recueillie, il y a des actes délictueux qui sont... À ce moment-là, elle fait signalement au procureur, à la justice. Systématique. Ou information préoccupante à la justice. Il faut savoir d'ailleurs, pardon, mais c'est important, que l'école est le premier signaleur de France. On a aujourd'hui, pendant l'année scolaire 2025-2026, les personnes d'éducation nationale ont fait 88 000 informations préoccupantes au signalement, toutes violences confondues. D'accord? Donc ça veut dire que l'école, c'est un lieu de confiance aujourd'hui. C'est qu'un enfant qui entre dans l'école et qui est victime d'actes criminels ou délictuels, il sait qu'il peut en parler à l'école et il le fait. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que cette libération de la parole, elle soit universelle, qu'il y ait une offre faite à tous les enfants de France de pouvoir dire à un moment dans un cadre sécurisé, en fait, il m'est arrivé quelque chose, c'est pas normal, et je voudrais bien voir quelqu'un de confiance pour en parler. Libération de la parole, dans les commentaires de la publication justement qu'on a postée avec votre appel à question, il y a beaucoup de gens qui nous parlent du harcèlement scolaire. Vous évoquez justement ce questionnaire adossé à celui du harcèlement scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui on a un peu de recul sur ce questionnaire et sur son impact? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que depuis ces 2-3 dernières années, le harcèlement scolaire recule à l'école? Alors, le harcèlement scolaire est mieux mesuré, ça c'est sûr, grâce à ce questionnaire, parce qu'il est universel. Et on sait qu'il y a en moyenne 5% des jeunes qui aujourd'hui sont directement confrontés à une situation de harcèlement au moment où on les interroge au mois de novembre. Donc ça, c'est une première chose. Donc on sait mesurer. Ils ont la possibilité maintenant, c'est moi qui ai décidé l'année dernière, avant c'était anonyme, de justement laisser leur nom et leur prénom pour pouvoir être contactés. Donc ils sont mieux protégés. Et on sanctionne beaucoup plus qu'avant les comportements, y compris d'ailleurs, et on a même introduit une disposition qui permet de changer d'école un enfant qui harcèle. Qui a été prise à ce moment-là. Mais est-ce que concrètement aujourd'hui ce questionnaire, on peut dire oui, il a eu un impact, oui, il y a un nombre de situations qui ont été réglées grâce à ça? Ah oui, enfin là pour le coup oui, il a eu un impact et surtout on a des chiffres, des choses qui permettent. Alors on n'a pas forcément j'ai pas de chiffres comme ça à vous donner tout sur la table, mais ce qu'on sait c'est que par exemple, vous voyez typiquement les signalements qui sont faits au 3018, donc le numéro de téléphone, que je rappelle d'ailleurs, le 3018 quand vous êtes harcelé ou quand vous êtes témoin, vous faites le 3018. Les signalements faits au 3018 par exemple, c'est plus de 80% des signalements trouvent une résolution définitive en un mois. C'est-à-dire que dans le mois qui suit, il y a une résolution définitive. C'est-à-dire on résout définitivement le conflit entre le harceleur et le harcelé, en sanctionnant le harceleur, en faisant des changements d'école, en faisant des démarches éducatives, etc., etc. Donc on a aujourd'hui une capacité de réaction. Après, là où il faut être lucide, c'est que, et pardon de reboucler avec ça, mais enfin, c'est quand même là aussi quand même un des éléments déterminants, notamment sous l'effet des réseaux sociaux, une bonne partie du harcèlement se passe en dehors de l'école. Et donc en réalité, autant je pense qu'on sait mieux y répondre et mieux le traiter, on s'est apporté une réponse aujourd'hui plus efficace au harcèlement, autant en termes de génération, si je puis dire, de création de cas de harcèlement, ça continue à arriver aujourd'hui en proportions qui sont un peu plus faibles à ma connaissance, mais pas encore suffisamment, parce que tout simplement, y compris en dehors de l'école, sur les réseaux, etc., il y a des moqueries, des insultes et des prises à partie. Sur ces questionnaires, justement, on parlait des gens qui peuvent, des élèves qui peuvent adosser leur nom, leur prénom, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des faits qui sont particulièrement graves, qui sont signés de façon anonyme?
Parce que c'est là aussi la limite. Des fois, on peut avoir l'impuissance de se dire on a un élève qui signale des faits extrêmement graves, Ouais. où il pourrait peut-être parfois parler d'aller jusqu'au suicide s'il est victime de harcèlement scolaire, qui a été peut-être victime d'inceste, de violence dans un cadre scolaire. Comment on fait pour agir dans ces moments-là? Parce qu'il peut y avoir un sentiment d'impuissance, de dire bon, ok, on recueille une parole, mais si On derrière sait qu'il y a peut une pas personne, agir. mais laquelle? Voilà. Tout à fait. Alors, d'abord, effectivement, ça arrive. Je vous réponds parce que simplement, avec le cas très concret que j'ai en tête, dans ce type d'hypothèse, moi, les équipes que j'ai rencontrées, en fait, interviennent après en classe. Vous avez une intervention en classe alors, d'une association, de l'infirmière scolaire, de l'assistante sociale, de la psychologue, pour en fait libérer la parole. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que dans une classe, il y a un cas compliqué, même si on ne sait pas qui c'est, d'abord, on a une autre vigilance. On se dit, zut, il y en a un dans la classe, là, ça ne va pas. Donc on fait attention. Et surtout, on provoque derrière des actions de prévention ou de sensibilisation qui en réalité libèrent la parole. Parce qu'une fois que l'enfant il a écrit que ça n'allait pas, d'abord lui-même souvent prend conscience que ça ne va pas au moment où il coche les cases, il dit zut en fait, c'est vrai que c'est pas normal. Et derrière, on libère la parole et on travaille avec la classe. Alors, on parle de tous ces sujets-là, ça pose aussi la question de la santé mentale. 45% des collégiens déclarent des plaintes psychologiques récurrentes et une santé mentale qui se dégrade au cours des années de collège. Comment vous expliquez ce mal-être? Alors sur la santé mentale, on a eu une forte progression post-Covid, première chose. Deuxième chose, on le disait tout à l'heure, il y a une corrélation très étroite, il y a un lien très étroit entre la consommation d'écran, entre guillemets, et de réseaux sociaux et la dégradation de la santé mentale. C'est-à-dire que les jeunes qui passent plus de 6 heures par jour devant les écrans, devant les réseaux sociaux, ont 2 fois plus de troubles anxio-dépressifs que les autres. 2 fois plus. Donc il y a un lien évident. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement de travailler à la fois sur la prise en charge, l'accueil et l'écoute, et puis aussi sur les autres formes de relations sociales, de sociabilité. C'est la question des moyens justement, ça permet de rebondir dessus parce que vous donnez le constat de cela. Et la question des moyens, on a reçu pas mal de commentaires de gens qui disent, par exemple Chloé qui disent est-ce que des moyens seront mis en place pour améliorer la santé mentale des jeunes? On a reçu d'autres commentaires qui disent oui, il y a des intentions, oui, on nous demande des choses, mais on ne nous donne pas les moyens suffisants pour le faire. Alors, nous on a créé là cette année dans le loi de finances 2026, donc pour cette rentrée, en cette rentrée, il y a 300 infirmières, psychologues et assistantes et assistants sociaux supplémentaires. Vous allez me dire 300, c'est pas suffisant, il en faudrait plus. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut créer ces postes-là de plus en plus au cours des prochaines années. Bon. Simplement, si je vous avais dit ça fait 1000, je ne pouvais pas les recruter. Il y a des gens qui disent il faut mettre plus 1000, plus 2000, plus 5000. Comme ils ne sauront pas les recruter, ça ne sert à rien. Ça s'appelle de la fausse monnaie. Bon. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé de recréer progressivement de plus en plus de postes d'infirmières, de psychologues, etc., pour qu'il y en ait justement, pour qu'on arrive à les recruter, mais pour qu'on puisse répondre à cette demande. Et puis l'autre enjeu pour nous, c'est qu'une infirmière scolaire ou un infirmier scolaire ou un médecin scolaire, il ne soigne pas un élève. Il le conseille et il l'oriente vers la médecine de ville. Et ce qu'on a fait avec la ministre de la Santé Stéphanie Rist, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un dispositif coupe-fil. C'est-à-dire que si un élève va voir aujourd'hui son infirmière scolaire ou son médecin ou scolaire, etc., en lui disant voilà, ça va très mal et dans une situation de détresse, il y a tout simplement, comme son nom l'indique, un dispositif coupe-fil, c'est-à-dire qu'il est directement orienté vers les centres médico-psychologiques ou vers la médecine de ville, avec un droit de priorité qui lui permet d'être pris en charge très rapidement dans des structures publiques pour ne pas tout simplement sombrer. Alors, on parlait de la question des moyens, ça permet aussi de parler de la question de l'attractivité des professeurs. Là aussi, c'est quelque chose qui vient énormément dans les commentaires en disant oui, on nous dit tout le temps que c'est un magnifique métier, on nous met souvent en avant, mais par contre, quand on regarde nos fiches de paie, on ne se sent pas respecté. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux professeurs qui considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérés? Est-ce que vous êtes d'accord avec leur constat? Alors, moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut qu'on arrive à mieux rémunérer nos professeurs au cours des prochaines années. C'est un cycle, par définition, long, parce que voilà, mais il faut mieux rémunérer de manière générale nos professeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un professeur qui dit « je ne suis pas assez bien rémunéré par rapport à mon travail aujourd'hui », vous êtes d'accord avec son constat? Moi, je pense qu'on devrait, idéalement, il faut pouvoir mieux rémunérer. Après, on a des contraintes budgétaires que tout le monde connaît aussi, donc c'est toujours pareil. Le propre de la décision en matière politique, c'est qu'il faut trouver des équilibres. Mais ma conviction profonde, c'est qu'il faut qu'on arrive, j'allais dire quasiment constamment, à améliorer la rémunération des professeurs. Maintenant, on dit on arrive. Non, mais attendez, parce que je veux dire, là encore, on est aussi. Alors, je sais que vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Entre 2020 et 2024, la rémunération des professeurs a augmenté de 14%. Donc on ne peut pas dire qu'il ne soit rien passé. D'ailleurs, il y a une note qui est sortie récemment
de l'équivalent de l'INSEE pour l'éducation qui s'appelle la direction des études et des prospectives, qui acte cela. Donc il y a quand même eu 14% net de rémunération, plus 14% net de rémunération. Mais en parallèle, il y a une étude de l'OCDE qui dit qu'après 15 ans de carrière, un professeur français gagne 14 à 17% de moins que la moyenne de ses homologues. J'y viens justement. Deux faits. Première chose, c'est qu'on a beaucoup mieux rémunéré les débuts de carrière. En 2020, un jeune professeur qui était sa première année de carrière, il gagnait 1 700 € net. Aujourd'hui, c'est 2 121 € net. Entre 2020 et 2024. Bon. Donc il y a eu une compensation très forte sur les débuts de carrière. Qui a été rattrapée, il faut quand même aussi le dire aux gens, par l'inflation. De façon énorme. En partie, quand même. Mais quand même, 1700. Il y a eu une augmentation. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui étaient à 1 700 € en 2020 soient aujourd'hui à 2 121 € net. Ça ne veut pas dire que c'est mirobolant, mais ça veut dire qu'il y a eu une progression. Mais la question, c'est aussi de se dire, est-ce qu'avec 1700, alors 2100 € aujourd'hui, on arrive à vivre décemment? Alors, c'est aussi la question de se loger, de se nourrir, de vivre décemment. Et d'ailleurs le fait qu'on a toute une politique par ailleurs sociale qu'on essaie de développer. Mais je reviens là-dessus. En réalité, donc, les débuts de carrière ont été plutôt revalorisés et donc quand même de façon assez sensible, comme vous pouvez le constater. Parce que c'est quand même de l'ordre de 25-30%. Ça représente quelque chose. Et après, par contre, là, on a un sujet, c'est la première moitié de carrière. C'est-à-dire qu'on a une première moitié de carrière où la progression est très lente et une deuxième moitié de carrière où elle est beaucoup plus rapide. Et donc, ce qu'il faut retravailler collectivement, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Cette question qui se dit toujours, bon, oui, certes, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, non pas depuis 9 ans, mais vous appartenez quand même à un gouvernement qui est présent, enfin en tout cas un président de la République qui est en place depuis 9 ans, et c'est de se dire, bon, finalement, il y a eu 10 ans pour agir, et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est de se dire, bah, il faudrait. Mais vous avez dû le faire. Pardon, quand je vous dis que la rémunération des professeurs moyenne a augmenté de 14%, vous entendez bien qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais si on met en rapport avec l'inflation, si on met en rapport avec l'OCDE... Le budget de l'éducation nationale a augmenté de 30% entre 2017 et 2025. Et le budget de l'éducation nationale, c'est à 97% un budget de rémunération. Donc, il faut pas. Enfin, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'aimerais faire plus? Bien sûr que j'aimerais faire plus. J'aimerais même pouvoir mettre, je ne sais pas combien, 10-15 milliards. Si j'avais 10 ou 15 milliards de plus, bien sûr que je le mettrais. Est-ce que vous avez un appel à faire à Roland Lescure pour lui dire, pour mon budget à Bercy... Il faut quand même, enfin, on a quand même aussi des impératifs budgétaires et financiers, comme tout le monde, enfin, je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus qu'il faut tenir. À l'intérieur de ça, l'éducation nationale a été une priorité depuis 2017. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un quoi qu'il en coûte. Pardonnez-moi, ça s'est traduit par une augmentation du budget de l'éducation nationale, qui est un budget majoritairement de rémunération. Vous dites qu'il y a des contraintes budgétaires, certes, mais aujourd'hui, on a un quoi qu'il en coûte qui est mis en place par le président de la République sur les budgets militaires où on dépense des sommes énormes, alors face à des menaces existantes, etc. Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à avoir le même discours vis-à-vis de la santé ou de l'éducation nationale, de se dire aujourd'hui qui sont quand même des points importants pour les Français, de se dire pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à dire l'éducation c'est le socle de la nation, ça aussi c'est quoi qu'il en coûte, on met l'argent nécessaire, même parfois plus qu'il ne faut. Non mais la santé et l'éducation sont des priorités depuis 2017 et on ne peut pas dire, là, je ne veux pas m'exprimer sur la santé, mais enfin, a priori, les quelques chiffres que j'ai vus depuis 2017 montrent l'effort financier très substantiel qui a été fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effort substantiel qui a été fait. Simplement, des efforts, certes, mais qui sont vus par les professionnels comme pas suffisants. D'accord, mais il y a deux questions. Un, est-ce qu'il y a eu des efforts substantiels réalisés, oui ou non? La réponse est oui. Deux, est-ce que ça veut dire que c'est pour solde de tout compte et qu'il ne faut plus rien faire? La réponse est non. Donc là, il faut évidemment poursuivre. Bon, mais là, vous ne pourrez pas poursuivre avec le prochain budget. Actuellement, on est dans une situation budgétaire qui est objectivement particulièrement contrainte et avec une actualité nationale qui n'a pas dû vous échapper complètement et qui fait peser des contraintes assez fortes sur les finances publiques. Ce n'est pas un choix du gouvernement, qu'il y a un environnement international qui fait peser des contraintes. Bon, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça, mais c'est comme ça. Donc effectivement, on en tire des conséquences et on essaye de faire au mieux. Là, il ne se passera rien sur ce sujet-là avant la fin du quinquennat. On verra, les discussions budgétaires sont actuellement en cours avec le Premier ministre. Et sur les discussions budgétaires, vous avez un espoir de vous dire je peux aller arracher quelque chose sur ça? On verra. Donc, il y a un espoir. On verra. Avec le sourire, donc c'est que ce n'est pas impossible. Donc, on suivra ça. J'ai une dernière question qui est sur un sujet très important. On est aussi dans un contexte qui est très particulier avec des révélations sur des agressions sexuelles et des viols, notamment pendant les heures du périscolaire. Mardi prochain, plus de 6 millions d'élèves vont prendre le chemin de l'école maternelle et primaire. Il y a des parents qui vivent un peu dans la peur quand ils voient toutes ces histoires qui se sont révélées ces derniers mois, ces dernières années. Bon, j'imagine que vous les comprenez, mais est-ce que vous pouvez leur dire, les yeux dans les yeux, qu'ils peuvent être rassurés que les mesures ont été prises pour protéger leurs enfants? Alors, d'abord, l'école, c'est un lieu de confiance.
Et j'allais dire, comme parent d'élève, comme ministre, comme citoyen, etc., je sais ce que c'est que de déposer son enfant à la grille de l'école et d'avoir ce petit mouvement de relâchement où vous savez, bon, ça y est, il est à l'école, il est en sécurité. Ce qu'aujourd'hui n'est pas forcément le cas, c'est même parfois l'inverse. Il faut que nos parents, comme nos élèves, se sentent en sécurité absolue à l'école. Tout ce que je fais depuis mon arrivée, parce que je suis assez sensible à la question et assez catégorique sur la question, c'est de tout faire pour faire de l'école un lieu à l'abri des tourments extérieurs. Bah. Donc, tout n'est pas encore fini, puisqu'il y a une loi qui est actuellement en cours d'examen sur la protection des enfants qui me permettra de faire un fichier d'interdit d'école, que je porte depuis mon arrivée, qui me permettra de mettre un feu rouge à l'embauche de toute personne qui aura été précédemment licenciée du périscolaire, du scolaire, des sports, etc., en raison de son comportement avec les mineurs, pour être sûr qu'elle ne puisse jamais re-rentrer dans les murs de l'école. Et tout ce qu'on va faire, notamment sur les questionnaires violences sexuelles, etc., doit nous permettre d'assurer cette sécurité absolue. Donc, tout est fait pour. Et à partir du moment où tout est fait pour, moi, ce que je souhaite, c'est que les parents et les enfants fassent l'expérience que tout le monde fait un moment ou un autre dans sa vie, cette expérience de la rentrée, c'est-à-dire ce mélange à la fois de trac et de joie, mais qui fait qu'à la fin, j'espère que mardi prochain, on aura 12 millions d'élèves qui seront contents de reprendre le chemin de l'école. 12 millions d'élèves contents de reprendre le chemin de l'école. Petite dernière question politique. Je pense que vous l'avez vu, il y a les universités d'été des différents partis politiques. Est-ce que vous, en tant que ministre, alors on sait que vous n'avez pas forcément un parcours politique à la base, mais est-ce que vous allez aussi participer d'une façon ou d'une autre à soutenir un candidat à la présidentielle ou vous allez rester à l'écart ? Moi, mon rôle pour l'instant, c'est de faire en sorte que l'école puisse faire sa rentrée dans le respect de la neutralité du service public vis-à-vis des parents comme des élèves et des professeurs. Donc on verra en temps utile. Mais en temps utile, ça veut dire que vous pourriez soutenir un candidat à un moment ou à un autre, la question se posera sans doute. Et donc à ce moment-là, je serai amené à m'exprimer. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. Il y a une partie de toute la classe politique regarde vers mai 2027. Moi, si ça ne vous dérange pas, je regarde vers septembre 2026. On prépare parfois aussi plus loin, septembre 2027. Est-ce que c'est-à-dire que demain, vous ralliez un candidat, c'est aussi de se dire, si ce candidat gagne l'élection, j'aimerais poursuivre ma mission à l'éducation nationale. Écoutez, moi, vous n'avez pas cette vision jusqu'à là? Non, je ne suis pas venu là pour moi. La mission que le président de la République et les premiers ministres m'ont fait l'honneur de me confier, je l'ai acceptée parce que je crois dans l'école. Et que j'adore mon pays, en fait. J'aime profondément mon pays, notre pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce pays, la France, c'est un pays miraculeux. Et l'école, elle est le catalyseur du miracle français. Je suis fier de servir ça. Ministre, ça veut dire serviteur. Alors franchement, pardon de le dire comme ça, en termes un peu triviaux, ma pomme, j'en ai rien à faire. Est-ce que j'aurai une suite en politique? C'est pas mon sujet. Je ne suis pas venu là pour ça. Je suis venu là pour servir un pays que j'aime plus que tout, une France que j'aime plus que tout, avec ses tensions, avec ses coups de gueule, avec ses radicalités, avec ses débats, etc. Mais vous aimeriez pouvoir pouvoir servir encore après? Mais on verra. Moi, au départ, je suis fonctionnaire, donc je sers déjà. Ça fait 20 ans que je sers mon pays. Et j'ai choisi de fonctionnaire parce que je voulais le servir. C'est pour ça que je comprends les fonctionnaires, que je comprends les professeurs. Fondamentalement, mon ADN, c'est l'ADN d'un serviteur de l'État et d'un serviteur du pays. Je le sers actuellement en cas de mission politique. Est-ce qu'un jour j'aurai à nouveau une mission politique ou est-ce que j'en aurai une autre ou est-ce que je retournerai comme fonctionnaire? Ça m'est complètement... Franchement, mais je ne me pose pas une minute la question. J'ai peut-être tort, d'un point de vue individuel, mais franchement, ce n'est pas mon sujet. Très bien, en tout cas, merci à vous d'avoir répondu à mes questions, puis aussi celles de la communauté Brut. On a essayé d'être le plus large possible. Et évidemment, si on avait pris toutes les questions, on aurait pu durer jusqu'au bout de la nuit. Mais on a essayé de prendre en tout cas la synthèse des questions qui étaient les plus importantes, que vous pouvez retrouver donc, en intégralité donc, sur notre chaîne YouTube. Et puis les différents extraits de cette interview sur l'ensemble des réseaux sociaux de Brut. Et évidemment, dans cette année extrêmement politique, année présidentielle sur Brut, vous aurez l'occasion de retrouver aussi en parallèle les différents candidats à l'élection présidentielle. Pluralité oblige, il y aura aussi l'ensemble des candidats qui seront présents, qui pourront s'exprimer, donner leurs idées, répondre à vos questions. Ça va être vraiment l'enjeu tout au long de ces prochains mois, de vous faire vivre aussi cette campagne présidentielle en son cœur, pour vous donner les clés, les éléments pour la comprendre. Et en tout cas, aujourd'hui, c'était important de faire ce focus sur la rentrée scolaire, une rentrée scolaire donc dans les prochains jours. On vous la souhaite bien bonne et heureuse. Et puis, en vous remerciant pour votre temps, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci à vous et merci à toutes et à tous.